Il ne faut pas dire le réchauffement climatique, ça ne me concerne pas. Ça vous concerne très certainement. Il n'y a vraiment pas de secteur d'activité où on puisse se dire je ne peux rien faire pour lutter contre le réchauffement climatique. La seule façon de réussir, c'est que tout le monde se sente concerné. Bonjour Jean Jouzel, Bonjour. merci beaucoup de nous accorder un peu de temps pour cette interview. Vous êtes climatologue et chercheur, vous avez notamment travaillé au laboratoire de modélisation du climat et de l'environnement, qui est un des composants de l'Institut Pierre-Simon Laplace dont vous êtes devenu directeur. Tout au long de votre carrière, du coup, vous avez travaillé sur l'évolution de notre climat et notamment sur l'évolution du climat du passé. Par exemple, dans les années 70, vous avez travaillé à partir de forages réalisés en Antarctique avec Claude Lorius et votre équipe sur justement le lien entre la quantité de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. À ce titre, vous avez notamment reçu la médaille d'or du CNRS, qui est la plus prestigieuse des récompenses scientifiques françaises. Et aujourd'hui, vos travaux portent plutôt sur l'avenir de notre climat et vous êtes d'ailleurs un peu plus impliqué dans la politique. En 2002, vous devenez vice-présidente du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui reçoit en 2005 le prix Nobel de la paix au titre de lanceur d'alerte sur le réchauffement climatique. Après, vous avez affiché votre soutien à Anne Hidalgo ou encore à Benoît Hamon. Vous avez aussi fondé avec Pierre Lerotourou le pacte Finance-Climat. Vous avez été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat. Et vous êtes aujourd'hui membre du Conseil économique et social et environnemental. Donc, par rapport à votre statut de climatologue, pouvez-vous nous expliquer quels sont les effets directs du réchauffement climatique sur les populations et la biodiversité ? Il est effectivement important de revenir sur les conséquences principales du réchauffement climatique. Évidemment, ces conséquences seront d'autant plus tangibles, rapides et visibles, importantes que le réchauffement est lui-même rapide et important. Je vais simplement rappeler que ce réchauffement climatique, il est joué au cours des 20 ou 30 prochaines années. Jusqu'en 2050, on n'a pratiquement pas la main sur l'évolution de notre climat. On sait qu'on va prendre en France de l'ordre de 1 degré supplémentaire d'ici 2050, peut-être un peu plus, un peu moins dans certaines régions, dans certaines saisons, mais nous sommes sur ces trajectoires. Au-delà de 2050, si on ne fait rien, nous irions vers 4 ou 5 degrés supplémentaires. J'ai déjà dit que l'objectif de l'accord de Paris reste accessible, en tout cas bien en deçà de 2 degrés. Mais dans tous les cas, il y aura des conséquences. Même avec 1 degré supplémentaire, ce qui serait le cas de plus de 2 degrés, nous avons déjà pris 1 degré par rapport au point industriel, ce sera un climat différent de celui d'aujourd'hui. Encore plus, évidemment, si nous sommes à 4 ou 5 degrés. Alors, différent en quoi? Eh bien, différent, par exemple, dans l'océan. L'océan deviendrait plus acide. Disons, un réchauffement plus 4 à 5 degrés se traduirait, comme les émissions de gaz carbonique seraient importantes, par une acidité 2 fois plus faible à la fin de ce siècle qu'au début du siècle dernier. Des événements extrêmes plus intenses, plus importants, mais aussi des conséquences sur l'élévation du niveau de la mer. J'ai déjà cité dans ce cas-là, dans le cas d'un réchauffement, disons, très important, soutenu pendant quelques siècles, au-delà de 2-3 degrés, il y a vraiment un risque de perte totale du Groenland. Ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. C'est vrai aussi par rapport à tout ce qui nous entoure. Nous sommes, évidemment, quand on regarde les conséquences du réchauffement climatique, on pense à celles qui vont jouer sur les populations en général. On peut parler de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau, de problèmes de santé de l'environnement qui seraient exacerbés, bien sûr avec comme conséquence des mouvements de population d'autant plus importants que dans certaines régions, eh bien, la sécurité alimentaire ne pourrait plus être assurée. Ou bien sûr, on pense à des mouvements plus importants de l'Afrique subsahélienne vers l'Europe, par exemple. Donc, mais ce qu'on oublie très souvent, c'est aussi des conséquences sur ce qui nous entoure. Nous sommes un peu égoïstes collectivement et nous avons toujours tendance à parler des conséquences sur les populations au sens large, et elles sont très affectées, bien sûr,
mais ce qui nous entoure est aussi sera extrêmement touché par le réchauffement climatique, et en particulier la perte de biodiversité. Le réchauffement climatique est déjà la troisième cause à l'origine de la perte de biodiversité. Après nos actions directes, des changements d'utilisation des terres, sous ce vocable, on parle par exemple de la déforestation en particulier, mais aussi par exemple, dans nos régions, le remembrement a complètement changé. Disons, les paysages et ces changements de paysages ont affecté la biodiversité, même la biodiversité sont tout à fait communes, mais la déforestation, évidemment, en est le premier exemple, extrêmement négatif. Mais quand on regarde à échéance disons, de la fin du siècle, eh bien, si le réchauffement climatique n'était pas maîtrisé, la moitié des espèces, faune ou flore, auraient alors une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques, qui pourrait excéder une dizaine de kilomètres par décennie, ou par an même, quelques kilomètres par an. Et donc on voit bien que pour ces espèces, il y aurait une difficulté, sinon une impossibilité de s'adapter au réchauffement climatique, et donc une accélération de la perte de biodiversité liée au réchauffement climatique. Donc effectivement, il y a ce lien entre perte de biodiversité et réchauffement climatique. En général, et c'est une des raisons supplémentaires pour prendre la mesure du réchauffement climatique, le réchauffement climatique exacerbe tous les autres problèmes environnementaux, que ce soit la perte de biodiversité, la pollution. En gros, les vagues de chaleur vont se multiplier, et dans les endroits pollués, eh bien, il est plus difficile de faire face à des épisodes de pollution par période disons, au moment d'une vague de chaleur, disons, on voit bien cette difficulté, mais c'est vrai aussi pour l'accès à l'eau, par exemple. Dans certaines régions, c'est vrai pour tous les problèmes de santé, d'environnement, de sécurité alimentaire, et globalement, quand on prend disons, ces conséquences du réchauffement climatique, non pas une par une, mais dans leur ensemble, c'est vraiment le risque d'accroissement des inégalités qui est une des premières conséquences du réchauffement climatique. Mais alors, finalement, dans ce paysage climatique peu réjouissant, quel est le rôle d'un climatologue en 2020? Son rôle concret, le rôle concret du climatologue de notre communauté, alors c'est une communauté très large, puisqu'on peut s'intéresser au climat, être climatologue et s'intéresser effectivement au fonctionnement du système climatique, c'est plus le domaine qui m'intéresse, mais on peut s'intéresser aux conséquences du réchauffement climatique que nous avons évoquées. Il y a des spécialistes, évidemment, de ces conséquences du réchauffement climatique, des impacts dans différents domaines, y compris sur les conséquences locales et régionales, parce que ces conséquences sont extrêmement différentes d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de secteur d'activité, de région qui soit épargné par le réchauffement climatique, qui puisse se dire le réchauffement climatique n'est pas mon problème, ne m'intéresse pas, mais les conséquences peuvent être très différentes. Il y a aussi des spécialistes, bien sûr, de tous les aspects économiques du réchauffement climatique, mais aussi de leurs conséquences sociétales. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur notre vie de tous les jours? Donc, quand on parle d'un climatologue, c'est un spectre très large, et tous ces climatologues, c'est un des rôles importants, bien sûr, contribuer à l'effort de recherche, hein, si on est chercheur, et je crois, de faire connaître les résultats de ces recherches. C'est tout aussi important de faire connaître, et ça, c'est un rôle important, publier. Il y a aussi une des caractéristiques de notre communauté au sens large, c'est de s'être organisé pour faire passer ce message à travers les rapports du GIEC, et le 6e rapport du GIEC qui sera publié en 2021 pour ces 3 rapports du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3, et en 2022 pour le rapport de synthèse, aura une importance, aura un écho, je crois, très important. Ce sont les meilleurs climatologues, disons les meilleurs dans chacun de leurs spécialités, qui s'y impliquent. C'est un honneur d'être auteur du rapport du GIEC, et je crois que c'est ce qui fait une de ces forces de ces rapports. Donc j'aime bien la mission du GIEC, qui est disons, de faire un diagnostic critique, mais non pas de faire des recommandations vis-à-vis des décideurs politiques qui se retrouvent à la Convention climat, mais simplement de leur donner les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. C'est ça
disons, la mission du GIEC, et nous y sommes, enfin moi je ne suis plus membre du GIEC, hein, j'y ai été pendant une vingtaine d'années, mais je suis très attaché à cette mission, nous sommes collectivement très attachés à cette mission, disons, de limiter l'engagement du GIEC à cette mission de diagnostic sur l'ensemble des problèmes liés au réchauffement climatique. Mais bien sûr, on peut aussi, en tant que citoyen, aller au-delà. Bon, voilà, disons que quand on est membre du GIEC, on a un certain devoir de réserve que j'ai respecté, hein, mais depuis que je ne suis plus, depuis 2015, effectivement, j'ai peut-être un peu plus exprimé en tant que citoyen. Je l'ai fait. Bon, je l'ai fait à travers, au niveau européen, à travers ce pacte finance-climat dont nous avons été à l'initiative avec Pierre Laroutourou. Pierre m'a entraîné dans cette aventure. Au niveau français, je me suis impliqué au niveau, disons, du soutien de Benoît Hamon en 2017 aux élections. Mais plus récemment, j'ai pris la présidence du comité de soutien d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Donc je m'engage effectivement, je crois à chaque fois parce que les personnes auprès desquelles je m'engage ont réellement une vision que je partage du futur de notre société. Voilà, c'est le cas pour, je pense, à Hidalgo, pour une ville plus, disons, plus écologique au sens large, une mobilité plus douce sur Paris. Tout cela disons, effectivement est à l'origine de mes engagements. Voilà, j'ai ces types d'engagements. Je l'ai aussi, bien sûr, un peu plus, je dirais, formelle à travers ma participation au Conseil économique, social et environnemental. Je m'y implique pas mal. C'est ce qui m'a aussi permis d'être partie prenante dans la Convention citoyenne pour le climat. J'ai été membre du comité de gouvernance. Donc j'ai beaucoup, bon, je fais moins de sciences maintenant. Je suis plutôt, en termes de recherche scientifique, ça m'intéresse beaucoup. J'ai toujours des contacts avec mes collègues, mais je suis moins impliqué. Mais c'est vrai que je suis plus sur les aspects bon, bien sûr, aussi communication vers le grand public, vers les écoles. Voilà, si j'interagis avec vous aujourd'hui, c'est aussi pour communiquer un petit peu ces messages de l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique, de la nécessité d'adaptation et cette conviction que, disons, réaliser cette transition, eh bien, c'est quelque chose de porteur pour votre génération. C'est réaliser la transition énergétique, la transition écologique qui va permettre de déboucher sur une société plus attractive, mais aussi plus dynamique économiquement. Je crois que ce sont les pays, et c'est d'ailleurs, on le voit bien, une des raisons de l'engagement de la Chine et aussi de l'Europe et des États-Unis actuellement vers cette neutralité carbone. Cette transition est inéluctable et ce sont les pays, les secteurs d'activité qui l'engageront les premiers, qui seront bien sûr, il y a un intérêt pour l'écologie, mais même économiquement, qui seront les plus dynamiques à échéance de 10, 20, 30 ans. Ce n'est pas en s'accrochant à ce mode de développement construit autour des combustibles fossiles, celui des 50 dernières années, que le dynamisme économique de notre planète sera assuré. Au contraire, c'est effectivement en maîtrisant le plus rapidement possible le réchauffement climatique, en respectant les objectifs de l'accord de Paris, en particulier bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré, limiter le réchauffement climatique, disons qu'un développement harmonieux de nos civilisations, y compris en termes d'emploi, de dynamisme économique, sera assuré. Ce n'est pas le contraire. Justement, d'un point de vue international, pourriez-vous nous dresser le portrait de la situation politique en termes d'écologie? Donc la situation politique en termes d'environnement, bon, j'ai plutôt insisté sur les aspects climat. C'est vrai qu'elle s'est considérablement améliorée avec l'élection de Joe Biden. C'est évident que la politique suivie par Donald Trump, en particulier son retrait de l'accord de Paris, qui est désormais effectif, hein, a vraiment mis à mal cet accord de Paris. En fait, le succès de l'accord de Paris, c'était son universalité. Hein, le fait que tous les pays ont ratifié l'accord de Paris, avaient ratifié avant la sortie des États-Unis. Bien sûr, ça a une importance parce que les États-Unis sont le deuxième pays émetteur en termes de gaz à effet de serre après la Chine, mais il y a eu aussi un effet d'entraînement indéniable. Certains pays, même sans se retirer officiellement de l'accord de Paris, vraiment ne s'y sont pas impliqués. On peut penser au Brésil, à l'Australie, à la Russie, aux pays, disons, producteurs de combustibles fossiles en général. Ceci devrait changer. Alors, au cours, disons, je crois que vient de changer parce que à la fois
Il y a eu, il y a quelques semaines maintenant, l'annonce de la Chine d'un objectif de neutralité carbone à horizon 2060. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et normalement, Joe Biden devrait annoncer neutralité carbone à partir du moment où il sera évidemment effectivement président des États-Unis à horizon 2050, ce qui sera le cas aussi pour l'Europe et le cas également pour le Japon. Alors, entre ces quatre blocs, nous avons près des 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, on peut soit considérer que ce ne sont que des annonces, mais à un moment, ces annonces, je l'espère, se concrétiseront. Ça reste techniquement possible. Et comme ça, ils couvrent quand même près des 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre, ça nous donne l'espoir que l'objectif, par exemple, d'un réchauffement climatique limité bien en deçà de 2 degrés, qui devrait se traduire par une neutralité carbone à horizon entre 2070 et 2080, reste possible. C'est peut-être plus difficile pour 1,5 degré, ce qui serait pertinent du point de vue du climatologue. J'étais très pessimiste il y a quelques semaines, et c'est vrai que l'annonce de la Chine, l'élection de Joe Biden, me remettent un peu de baume au cœur, en tout cas. Donc il y a peut-être un peu plus d'optimisme en cette période, malgré les difficultés liées à la pandémie, à la crise économique, en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Et nous sommes, je crois, sur une meilleure trajectoire que nous n'étions il y a quelques semaines. Mais concrètement, en tant que citoyen, qu'est-ce que chacun peut faire pour limiter le réchauffement climatique? Chacun d'entre nous a quelque chose à faire. Disons, évidemment, moi, en tant que climatologue, j'ai un témoignage à apporter. J'essaye de le faire, je continue à le faire. Voilà, c'est même plutôt l'essentiel de mon activité que de porter ce témoignage. Actuellement, je fais beaucoup de conférences, d'échanges. Voilà, donc j'ai un engagement politique au niveau, voilà, au niveau européen. Je suis très attaché à l'Europe. J'ai eu un engagement auprès de voilà, plus politique, que je ne le regrette pas. En tant que citoyen, eh bien, on peut aussi, chacun d'entre nous, on doit, plutôt qu'on peut, avoir un engagement. Quand on regarde, c'est bien ce qu'ont compris les 150 citoyens, quand on regarde se loger, se nourrir, se déplacer, hein, c'est notre vie de tous les jours, ça représente quand même 60% de nos émissions en France. Même si on n'a pas complètement la maîtrise, ce sont quand même des choix de chaque jour. Tout autre sujet maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez parrainer l'association Reverse? D'abord, pourquoi je souhaite parrainer l'association Reverse? Parce que je suis très attaché à une des missions que vous vous êtes donnée, à savoir communiquer vers les jeunes. Alors, communiquer à partir d'exemples concrets. Donc, vous allez partir en Colombie pendant 1 an et demi, ramener, enfin, disons, une bonne année, et vous allez, nous le savons, ramener des exemples concrets sont pour ce pays. J'espère qu'ils seront parlants pour le nôtre, en tout cas, et les communiquer vers les jeunes. Je pense que c'est très important de communiquer vers les jeunes générations à partir justement d'exemples concrets. C'est cela qui me conduit à soutenir votre initiative, à la parrainer. Nous verrons bien sûr en retour ce que vous aurez effectivement, ce que vous apporterez, mais cette démarche que moi-même j'ai d'aller, hier j'étais avec un lycée à Gaillon, donc je fais toujours cela, j'essaye de communiquer et je pense que disons, la génération des jeunes a un rôle très important. Elle est simplement doublement concernée, je le redis très souvent. Nous l'avons dit par l'inaction, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien c'est votre génération, la génération des jeunes, de ceux vers lesquels vous allez en priorité, les jeunes, qui seront affectés. Et puis, si on veut être effectivement efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien c'est maintenant qu'il faut agir. Hein. Donc, je rappelle ces objectifs sur la période 2020-2030 de diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% par rapport à 90 pour réussir à rester sur les trajectoires de degrés et même les diviser par 2 à l'échelle planétaire si on veut avoir des chances de rester sur des trajectoires qui nous permettent à long terme, qui vous permettent à long terme de ne pas connaître des réchauffements au-delà d'1,5 degré par rapport au point industriel. Donc c'est maintenant que ça se joue. Et donc c'est pour ça que c'est important et votre génération et celle des plus jeunes, lorsqu'elles rentreront dans la vie active, ont un rôle important. Voilà, donc c'est un peu pour ça que j'aime bien soutenir les initiatives du type de celles que vous
entreprenez. Je vous souhaite un plein succès et je l'espère en Colombie beaucoup d'exemples parlants d'actions largement à partir d'ONG que vous avez avec lesquels vous allez interagir, d'exemples parlants de lutte efficace contre le réchauffement climatique, de mise en place d'actions concrètes, et puis bien sûr ensuite de les communiquer, en particulier vers les jeunes et vers l'ensemble le plus largement possible, je l'espère. Voilà, je vous en remercie. Justement, au cours de la diffusion de nos documentaires, nous allons aller à la rencontre des jeunes générations. Est-ce que vous auriez un message à leur faire passer? Le conseil aux jeunes, il est que vraiment chaque jeune est concerné et que chaque jeune peut et pourra, enfin ça dépend, ceux qui viennent d'entrer dans la vie active, il n'y a vraiment pas de secteur d'activité où on puisse se dire je ne peux rien faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel disons, les jeunes s'impliquent, pour ceux qui rentrent dans la vie active, eh bien, c'est ça le message. Il ne faut pas dire le réchauffement climatique, ça ne me concerne pas. Ça vous concerne très certainement dans votre vie professionnelle. Et bien sûr, l'espoir, et je le souhaite, c'est que ça se prolonge dans la vie de chacun, dans la vie de citoyen, dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça le message, parce que la seule façon de réussir, c'est que tout le monde se sente concerné. Et bien sûr, toute bonne génération doit être concernée, pas simplement une partie des jeunes. C'est cela, c'est cet effet d'entraînement sur l'ensemble des populations et l'ensemble des générations également, bien sûr. Merci à tous les deux, et puis j'espère que vous allez vraiment pouvoir partir en décembre. Merci beaucoup. Merci.